Donc bonjour à tous. Le but de ce flash meeting du jour est de passer en revue en fait les différentes fonctionnalités de Prism Pro. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Aloïs Thienot, je suis avant-vente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis basé à Lyon. Donc au niveau de l'agenda, on va essayer de se tenir à une petite présentation sous forme de slide d'environ une dizaine de minutes et on conservera les 10-15 minutes restantes à faire la démonstration et on passera au jeu de questions-réponses. Donc pour représenter un petit peu Prism, aujourd'hui quand on parle de Nutanix, on a deux éléments qui composent la plateforme Nutanix, qui sont Acropolis et Prism. Donc Acropolis, ça va vraiment être la plateforme d'infrastructure hyper convergée dans laquelle on va retrouver le matériel, tout ce qui est compute, stockage, les différentes couches de virtualisation et le logiciel, l'intelligence Nutanix. Au-dessus d'Acropolis, on va avoir une seule et unique interface de management qu'on appellera Prism et c'est depuis cette interface qu'on pourra manager indépendamment différents clusters ou au travers d'un prisme central directement l'intégralité des clusters et de l'infrastructure Nutanix. Donc, au niveau de Prism, justement, on va juste clarifier des petites choses sur les éditions de Prism et les niveaux de licence. Quand on parle il y a plusieurs façons de parler de Prism. On parle de Prism élément et de Prism central. Le prisme élément, c'est le prisme qui est intégré à la plateforme Nutanix lorsque vous la déployez. C'est au travers de ce prisme que vous faites les actions du quotidien, création de VM, le reporting, la gestion du stockage, etc. Donc celui qui est embarqué dans un cluster, on l'appelle le prisme élément. À côté de prisme élément, on a une machine virtuelle qui peut être déployée sous forme de cluster également d'ailleurs, qui s'appelle Prisme Central et où on va avoir cette fois-ci la capacité à gérer un ensemble de clusters Nutanix. Donc finalement, le Prisme Central va piloter plusieurs prismes éléments sous-jacents. Ça, c'est au niveau de l'infrastructure Prism. Et ensuite, on a deux niveaux de licence. On a le Prism Starter et le Prism Pro. Donc le Prism Starter, c'est tout ce qui est intégré dans le Prism élément, et puis certaines fonctionnalités de gestion qu'on va retrouver dans le Prism central pour la gestion, par exemple, du multi-clustering, tout ce qu'on va considérer étant la full stack management, donc la gestion du réseau, des hyperviseurs, des différents stockages, et également le portail de self-service. Toutes ces choses-là vont être intégrées dans le Prism central et donc au travers de la licence Prism Starter. Donc toutes ces choses-là, aujourd'hui, vous y avez droit en tant que client Nutanix. Ensuite, au-dessus du Prism Starter, on a un niveau de licence Pro, donc c'est celui dont on va parler tout de suite, qui amène différentes fonctionnalités, notamment tout un tas de choses qui ont attrait au capacity et planning, au monitoring avancé sous forme d'alerting proactive, tout ce qui est reporting, envoi de rapport. Donc on va voir tous ces éléments un par un. Donc une des premières fonctionnalités du Prism Pro, c'est la capacité à faire des dashboards customisables. Ça veut dire que quand vous vous connectez sur votre Prism central, vous avez capacité à créer une page d'accueil, donc un dashboard, qui vous est propre avec les informations que vous souhaitez voir sur cette page d'accueil. Ensuite, on va être capable de gérer également plusieurs dashboards. Donc, on verra tout à l'heure, on peut créer plusieurs dashboards et dans chaque dashboard, on va pouvoir ajouter les widgets qui nous intéressent pour, par exemple, faire un dashboard plutôt orienté cluster en général, performance, un autre dashboard qui sera plutôt orienté capacity planning et optimisation d'espace, etc., etc. Donc ça, c'est la fonctionnalité de Customizable Dashboard qui vous permet de faire tout ça. On a également une fonctionnalité qu'on appelle le Prism Search avancé, où on va être là capable de faire des recherches intelligentes sur l'intégralité de nos clusters Nutanix. Donc ça va passer par des mots-clés qu'on va pouvoir saisir et plus on va compléter par exemple les phrases et plus on va avoir de précision pour par exemple lister les top IOPS sur un hôte en particulier ou lister les VM qui consomment peu de CPU par exemple.
tout est imaginable. C'est vraiment une fonctionnalité avancée qui va vous permettre de requêter en fait vos différents clusters pour obtenir l'information telle que vous la souhaitez. Donc on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Ensuite, un gros morceau de Prism Pro, c'est la partie Capacity Planning. Donc la partie Capacity Planning, elle se base en fait sur des algorithmes. Alors on a une technologie qui s'appelle la technologie CrossFit. La technologie CrossFit en fait qui analyse le comportement des différents clusters Nutanix, qui établit à partir de ça des tendances, qui va savoir gérer les variations, etc., de toutes vos ressources CPU, vos ressources de stockage. On va rajouter une connaissance de l'HCI de par notre métier, donc on va être capable de gérer toute la partie compression, déduplication, le storage efficiency va être pris en compte, la capacité, les réservations, la façon dont le stockage est distribué sur l'ensemble des clusters. Toutes ces choses-là vont rentrer en compte, ainsi qu'une notion de self-learning, donc d'auto-apprentissage, pour avoir une pertinence au niveau des forecasts qu'on va être capable de produire pour le capacity planning. Donc si je reviens sur le slide précédent, voilà, on va avoir une notion de capacity runway. Le capacity runway, en fait, ça indique le temps en jours avant que le cluster n'arrive en limite de capacité sur le stockage, par exemple, le CPU ou la mémoire. Dans l'exemple ci-contre, on voit sur la partie gauche qu'on a un storage runway à 28 jours. Ça veut dire que dans 28 jours, on va être en limite de capacité au niveau du stockage. Et au-dessus donc des différents runways, on indique le runway le plus faible en fait, qui va donc être le temps avant lequel on peut qui va indiquer le nombre de jours dans lequel on va vraiment être en limite et dans lequel il faudra donc prendre une action, soit diminuer l'espace de stockage dans le cas présent ou rajouter des nœuds, etc., etc. Le but du capacity planning, c'est bien évidemment de vous permettre d'ajouter et d'ajuster vos consommations pour toujours consommer le bon stockage au bon moment. C'est ce qui nous est cher chez Nutanix dans la notion de scale out. C'est pas de prévoir une infrastructure sur 36 mois ou 60 mois, c'est d'ajouter du stockage quand on en a besoin. Donc là, typiquement, le capacity planning va être en capacité de dire attention, dans 60 jours, je vais être en limite au niveau du stockage, ce qui va permettre d'anticiper la réflexion du type de nœud à choisir et de prévoir les achats en conséquence. En même temps, on a également une capacité, avec toujours cette notion de capacity planning, à faire du just-in-time forecast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable, en plus de la trend, donc en plus de la tendance qui est évaluée au sein d'un cluster Nutanix, on va être capable de dire, je veux rajouter des scénarios de type what if. Un scénario what if, c'est quoi? Ça va être de dire, par exemple, vous savez que vous avez un projet de VDI dans 3 mois, vous allez pouvoir dire, je veux rajouter mon projet VDI à telle date, et vous allez pouvoir saisir de façon très humaine, les capacités VDI, c'est-à-dire qu'on va vous demander le nombre d'utilisateurs, le broker VDI, est-ce qu'on parle d'un Xen Desktop ou d'un Horizon View par exemple, le type de profil d'utilisateur, combien d'utilisateurs, etc., etc. Et à partir de ces données qui vont être rentrées, on va les convertir, nous, en ressources CPU, RAM, stockage, et on va ajuster le capacity planning existant pour vous permettre de vous montrer l'état de votre cluster à la date du projet Watif, et également de faire des recommandations basées sur vos besoins. Alors, recommandations en termes de nœuds, est-ce qu'il faut tel type de nœud avec plus ou moins de quantité de stockage, est-ce qu'il faudra beaucoup de mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire grâce au Just-in-Time Forecast. Une des choses qu'on va également retrouver dans Prism Pro, c'est l'alerting dynamique. Donc l'alerting dynamique, par rapport à un alerting traditionnel, il va se baser également sur une tendance, en fait, la tendance de consommation en CPU ou en RAM, par exemple, des 21 derniers jours. Et il va savoir, à partir de cette tendance, évaluer les déviations qui sortent donc de la tendance et qui sont donc des anomalies.
Donc, on va être capable, par exemple, de prendre en compte via ce système les pics de charge qui auront lieu la nuit à certaines heures lorsqu'on lance, par exemple, des batchs, ou à contrario, les creux de consommation qu'on peut observer le week-end. Le produit va vraiment s'adapter, voir et cartographier le fonctionnement d'une application dans le temps. Et c'est seulement lorsqu'on va avoir une déviation par rapport à cette normalité qu'on va envoyer une alerte. Donc ça évite d'avoir des seuils à saisir manuellement. En général, les alertes, ça marche par des seuils qu'on fixe, par exemple, sur le CPU à 90 ou 95%. Là, on va vraiment être capable de dire un CPU moyen, enfin, le CPU en général tourne entre 30 et 40%. Il y a des pics à certaines périodes qui sont des pics normaux. Et donc, on va apprendre le fonctionnement d'une machine virtuelle et vraiment alerter que quand c'est nécessaire. Autre fonctionnalité qu'on va retrouver sur Prism Pro toujours, c'est la notion de VM right sizing. Donc le VM right sizing, c'est des recommandations en fait qui vont vous être faites et qui vont vous indiquer par exemple les machines over provision, constrained, inactive ou bully. Typiquement, les machines over provision, ce sont des machines sur lesquelles on a suralloué des ressources CPU ou RAM. Ça va être capable de lister les machines et vous dire la machine, telle machine n'a pas consommé plus de 30% du CPU alors qu'on avait mis une alerte à 50% par exemple, ce qui revient à dire que la machine a une surallocation au niveau du CPU. A contrario, par exemple, le constraint va être les machines qui sont sous-dimensionnées, c'est-à-dire que ce sont des machines sur lesquelles on va observer des consommations importantes de CPU ou de RAM pendant des temps suffisamment importants pour qu'on considère que la machine ait réellement besoin de la ressource, de ressources supplémentaires. Donc ce sera plutôt des machines sur lesquelles il va falloir rajouter de la ressource. On a également la notion de machine bully. Donc une machine bully, c'est quoi? C'est une machine qui est gourmande. C'est une machine en fin de compte qui va consommer énormément de ressources sur un hôte donné et qui potentiellement empêche donc d'autres machines hébergées sur ce même host de bénéficier de toutes les ressources dont elles pourraient avoir besoin et donc potentiellement de créer un étranglement au niveau des performances. Donc là, on va vraiment lister les machines bully, ce qui va vous permettre d'aller regarder pourquoi est-ce que la machine en question est si gourmande en ressources. Enfin, on a les machines inactives. Alors, les machines inactives, ça va vous permettre de gagner de l'espace de stockage et des ressources. Il y a deux types de machines inactives. On va avoir les machines qu'on appelle les machines qui sont dead et les machines zombies. Les machines qui sont dead, ce sont des machines qui n'ont pas été allumées depuis plus de 30 jours. Donc, on considère que ces machines pourraient potentiellement être supprimées pour gagner de l'espace de stockage, par exemple. Et donc, on va les lister en tant que machines inactives. A contrario, les machines zombies, ce sont des machines qui, elles, sont allumées, mais par contre, qui ne consomment très peu d'IO disque et très peu d'IO réseau. Donc, on peut considérer que ce sont des machines qui ont été peut-être créées, par exemple, pour réaliser des tests à un instant donné, qui ont été oubliés par les personnes et au bout d'un certain temps, ces machines qui restent allumées consomment des ressources et donc on va les identifier en tant que machines zombies afin qu'un administrateur puisse vérifier ou pas si ces machines peuvent être éteintes, voire supprimées pour, encore une fois, gagner des ressources. Une des nouveautés qui est apparue récemment dans la 5.5, c'est la capacité à faire des reporting. Donc, on va être capable de faire des rapports directement dans Prism Pro et d'envoyer ces rapports par mail à différents groupes ou à différentes personnes en fonction du type de rapport. Donc, on va pouvoir choisir l'expéditeur, le type de rapport et la fréquence d'envoi. Et on va par exemple pouvoir retrouver dans les rapports tout ce qu'on a vu précédemment. Donc par exemple, les VM right sizing pourront être listés dans un rapport à destination des administrateurs système. La partie capacity planning pourrait être envoyée de façon hebdomadaire ou mensuelle à une direction informatique qui voudrait avoir une visibilité sur l'évolution de son cluster dans le temps, etc., etc. Donc là, on va être capable de créer des rapports complètement personnalisés, sachant qu'il y a déjà des templates préexistants pour vous aider à générer des rapports, on les verra tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir automatiser des informations qu'on doit vous demander de façon quotidienne ou hebdomadaire et de l'envoyer ce type d'informations aux bons interlocuteurs.
Enfin, une des fonctionnalités qu'on va retrouver dans Prism Pro, c'est la capacité à faire des upgrades centralisés sur plusieurs clusters. Vous savez qu'au sein de vos clusters Nutanix, vous avez une option de one-click upgrade, qui vous permet aujourd'hui de mettre à jour un cluster Nutanix de façon simple. Là, on va avoir la capacité à faire la même chose, mais non pas sur un cluster, mais sur un ensemble de clusters. Donc, on va être capable de sélectionner des clusters qui peuvent être des sites robots, qui peuvent être, peu importe finalement le type de cluster, et lancer la mise à jour de plusieurs clusters en parallèle. Donc, en fin de compte, ça envoie l'action de mise à jour vers le prisme élément, on va dire justement. Et ensuite, la mise à jour du cluster en question se fait de façon très traditionnelle. L'avantage ici, c'est que si on a beaucoup de clusters qui peuvent être dispersés géographiquement à l'échelle d'un pays ou à l'échelle même des différents continents, on va avoir une vue centralisée depuis Prism et on pourra mettre à jour l'intégralité de ces clusters de façon très simple. Why Prism Pro? Aujourd'hui, Prism Pro, ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Ça va être vraiment le complément à vos infrastructures Nutanix. Le but étant pour vous de gagner du temps et d'être plus efficace. Alors plus efficace dans la gestion justement de vos ressources. On l'a vu on l'a vu avec la partie capacity planning. On va pouvoir plutôt libérer des ressources qui pourraient être mal consommées pour pouvoir créer de nouvelles machines dans le temps. On aura cette capacité à ajuster le capacity planning pour commander le bon type de nœud au bon moment. En termes de visibilité, on va avoir vraiment toute cette capacité à faire justement du capacity planning, mais également des dashboards personnalisés et de l'envoi de reporting. Donc on voit que c'est l'interface de pilotage centralisé de tous vos clusters et avec le maximum de souplesse pour être toujours plus efficace dans la gestion de vos clusters et de vos ressources Nutanix. Donc voilà, c'en est fini pour la présentation. On va passer sur une petite démonstration qui sera un peu plus vivante que les slides. Voilà, donc là, on arrive par exemple sur l'interface du dashboard d'accueil du prisme central. Donc ça, c'est une vision que vous connaissez peut-être déjà si vous avez aujourd'hui déployé un prisme central sur vos clusters. Et on arrive donc sur le dashboard d'accueil dont on parlait tout à l'heure. Où on va avoir la capacité ici à gérer différents dashboards. On voit, alors ici, c'est une plateforme de démonstration, donc plusieurs partenaires ou plusieurs personnes chez Nutanix ont déjà créé des dashboards, mais on va être capable de rajouter, nous, de notre côté, un dashboard pour le personnaliser. Par exemple, si on crée un nouveau dashboard qu'on appelle Webex, on va le sauvegarder. Le dashboard est sauvegardé. On arrive directement sur le dashboard et là, on va pouvoir rajouter des widgets et par exemple dire j'ai besoin de voir la latence de mes clusters. Donc là, on a deux clusters qui sont derrière, qui sont pilotés par ce prisme central, un cluster de démo sur HV, un autre sur vSphere. Et on a la capacité à sélectionner le widget et à l'ajouter par exemple au dashboard. On va également pouvoir rajouter le fameux VM Efficiency dont on parlait et également l'ajouter au dashboard. Alors c'est un exemple, je vais relativement vite. Voilà, on arrive sur le dashboard qu'on vient de se créer. On peut positionner comme on le souhaite les widgets et on peut vraiment se créer une vue à la carte ou créer, comme on l'a vu auparavant, plusieurs vues, une vue plutôt orientée performance, une vue plutôt orientée capacity planning, etc., etc. Sur la partie capacity planning, justement, on arrive, quand on clique sur l'onglet planning, on arrive sur le capacity runway dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on retrouve nos deux clusters. On va pouvoir sélectionner, par exemple, un des deux clusters. Et on voit qu'ici, on n'a aucune limitation en termes de stockage. On a plus de 365 jours d'avance, tant sur la partie stockage que CPU que mémoire. Donc, on a une représentation qui est faite ici du cluster avec la consommation. Est-ce qu'elle vient de snapshot? Est-ce qu'elle vient du système? Est-ce qu'elle vient des machines qui sont déployées? Alors, encore une fois, c'est pas très parlant parce qu'on est sur des
sur des clusters de démonstration, mais l'idée étant de dire, si on avait beaucoup de machines virtuelles sur un cluster, on verrait l'évolution et la croissance du stockage dans le temps, à partir de laquelle on va créer une tendance et être capable de dire, par exemple, j'estime qu'à 6 mois, ton cluster est plein. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on va pouvoir également avoir le Optimize Resource directement ici sur la partie Capacity Planning. Et là, par exemple, on voit qu'on a quatre machines qui sont pas forcément efficaces. Donc, 2 machines overprovision, une constrainte et une inactive. Si je clique, par exemple, sur les overprovision, on va arriver sur la vue des 2 machines en question et on va voir que les 2 machines listées ci-contre, par exemple, celle-ci, on constate qu'elle a consommé 35% maximum en moyenne de sa mémoire sur les derniers 21 jours. Donc là où le seuil était à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement cette machine aujourd'hui, sans prendre trop de risques, on peut imaginer déjà diviser la mémoire de la machine virtuelle par 2. Et donc on va récupérer 50% de mémoire qu'on pourra allouer à d'autres machines virtuelles. Et ça parce que on sait qu'aujourd'hui, sur les derniers 21 jours, on n'a jamais dépassé 35%. Donc ça aurait pu être la même chose si on avait parlé, le CPU, voilà, on a l'exemple en dessous, la machine en dessous, elle n'a consommé en moyenne que 5,22% du CPU sur les derniers 21 jours. Donc on pourrait regarder combien de vCPU sur cette machine et dire si elle consomme 5%, peut-être réduire le nombre de vCPU alloués à la machine, encore une fois dans l'optique de réutiliser au mieux ces CPU sur d'autres machines virtuelles. Si je reviens sur la partie capacity planning, du coup, on a également la partie scénario dont on a parlé tout à l'heure, et là on va pouvoir créer nos fameux scénarios what if. Donc ici, je vais dire par exemple que je suis sur le cluster démo AHV, celui sur lequel on sait qu'aujourd'hui on a plus de 365 jours de capacité, et on va pouvoir créer un nouveau workload. Et par exemple, on parlait tout à l'heure du VDI, on va dire qu'on a un projet VDI sur une base de Citrix Xen Desktop, où les utilisateurs seront essentiellement des power users, où la façon de déployer les postes VDI sera par exemple de faire du MCS, et où on aura 200 utilisateurs. Là, on est en mai, par exemple, 200 utilisateurs au 1er mai 2018. J'ajoute le workload, et voilà, on a instantanément la mise à jour du capacity planning qui nous dit attention, maintenant ton runway il est passé de 365 jours à 47 jours. Et pourquoi? Parce que le stockage et la mémoire vont être limités dans 47 jours par rapport au scénario qu'on vient de rajouter. En l'occurrence, c'était 200 utilisateurs VDI. Donc on peut imaginer, voilà, on a plusieurs types de workloads. Là, on a pris l'exemple sur la partie VDI. Mais on va pouvoir également sélectionner des workloads de type SQL Server, alors des machines virtuelles. On peut créer on peut se baser sur des VM existantes ou créer des nouveaux profils de machines virtuelles en termes de CPU, RAM et stockage. On va pouvoir rajouter des workloads de type Splunk également, ou enfin du XenApp. Donc voilà, on peut imaginer comme ça, rajouter et puis faire vivre sur les 12 prochains mois les workloads, ce qui va nous permettre d'avoir une visibilité du capacity planning à la date en question, et ensuite, par exemple, de faire une recommandation. Et là, on va avoir, par exemple, pour arriver à absorber la charge du VDI et reprendre une certaine marge de manœuvre pour ajouter des futurs workloads dans le temps, il faut déployer au 20 avril 2018 3 nœuds de type NX65 avec les spécifications attachées. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses qu'on va pouvoir faire avec la partie what if scénario. Non, je ne sauvegarde pas. Au niveau de ce qu'on a vu, on parlait tout à l'heure, donc on a vu alors la partie Prism Search par exemple, on en a parlé. Ici, on peut imaginer vouloir lister des VM, par exemple. On attend de voir, voilà, il nous propose différentes choses sur les machines virtuelles. On va avoir les machines virtuelles qui vont être listées. On a des actions qui sont
possibles hein, sur les machines virtuelles, les alertes, différentes documentations qui sont liées directement aux machines virtuelles. Et on peut compléter nos recherches avancées en précisant je veux les IOPS des VM par exemple. Et là, on va se retrouver avec les IOPS des machines. Et si on veut les machines qui ont des IOPS supérieurs à 500 IOPS par exemple, on complète. Et puis là, on a une recherche qui va nous dire voilà, j'ai aujourd'hui sur l'intégralité de mes clusters Nutanix, donc on n'est pas sur un cluster, mais vraiment sur la vision globale, on sait qu'on a aujourd'hui 2 machines virtuelles qui consomment plus de 500 IOPS. C'est un exemple, hein, on pourrait imaginer tout un tas d'autres scénarios. Mais voilà, c'était une façon de voir. Donc là, on a des exemples qui sont indiqués. Typiquement, on pourrait lister des machines qui ont un CPU modèle Intel bien particulier, les clusters qui ont une version d'Acropolis OS bien spécifique. On peut vraiment, c'est des requêtes, hein, donc on peut créer ce qu'on veut pour lister des machines, des actions sur des machines virtuelles ou des clusters ou même des autres. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer également la partie alerting, on en a parlé un petit peu. Hop, si on va sur les alertes aujourd'hui, on va être capable de voir par exemple les événements qui ont été créés par l'anomalie de détection. Si on prend le behavioral anomaly, voilà, on va filtrer, on va se retrouver par exemple avec des machines qui ont eu des anomalies de type CPU. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont parlantes, on peut essayer celle-ci par exemple. Si on sélectionne la machine en question, là c'est voilà. Là on a l'exemple de la machine qui a détecté, alors on voit pas très bien, c'est sur la droite, mais vous voyez ici sur la droite, on a la consommation de la machine qui est indiquée par la courbe bleu foncé. On a la variation autorisée dans le temps qui est indiquée par la courbe bleu clair. Et ici, on voit qu'on a dépassé la courbe bleu clair. Ça veut dire qu'on a eu finalement une déviance par rapport à un comportement habituel. Donc là où c'est intéressant, c'est que typiquement, si on regarde sur la partie entre le 10 à minuit, du 10, enfin la partie qui est ici, on voit qu'il y a eu une consommation plus importante, mais cette consommation, elle n'a pas généré d'anomalie parce qu'il était prévisible que cette consommation, parce que ce type de consommation, c'est certainement une consommation qui est récurrente. On est sur une semaine sur la vue ici, mais elle était prévue. La courbe bleu clair indique que à cette période-là, on s'attendait à avoir une consommation. Donc typiquement, on n'a pas généré d'alerte ici. Donc c'est vraiment la différence entre faire de l'alerting classique avec des seuils vis-à-vis de faire de l'anomalie, enfin de l'anomalie detection basée sur une tendance dans le temps.